Nous sommes ici parce que tu es égoïste, ingrate, et que tu es en train de déchirer cette famille, a déclaré ma mère dans un microphone, en plein milieu du salon de mes parents. Le jour de mes 30 ans, 40 personnes étaient assises sur des chaises pliantes, les yeux fixés sur moi. Mon père tenait une liste de 3 pages, énumérant tout ce que j'avais fait de mal depuis l'âge de 8 ans. Ma sœur pointait son téléphone vers mon visage, en direct sur TikTok. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. Je suis resté assise là, j'ai attendu qu'il finisse, puis j'ai prononcé 6 mots qui ont tout changé, c'est drôle, moi aussi, j'ai enregistré. Ce qui s'est passé au cours des 11 minutes suivantes a mis fin à 6 relations dans cette pièce, et ma sœur a supprimé tout son compte TikTok avant même d'atteindre sa voiture. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à cette histoire. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez. Mon nom est Faith. J'ai 30 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville près de Columbus, dans l'Ohio. Et voici l'histoire de la façon dont ma famille m'a organisé une intervention surprise pour mon anniversaire, et comment c'est devenu la pire nuit de l'histoire de la famille Mercé. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 mois avant cette nuit, lors d'un appel téléphonique que je n'étais jamais censé entendre. Laissez-moi planter le décor, pour que vous compreniez à quoi ressemblait ma vie avant que tout ne s'effondre. C'est un vendredi soir. Je viens de terminer une garde de 14 heures aux urgences, 2 accidents de voiture, un arrêt cardiaque, et un enfant qui a avalé une pièce de monnaie. Ma blouse sans l'iode et le café. Je suis assise dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital, le moteur coupé, les yeux fermés, j'essaie juste de respirer. Puis, je regarde mon téléphone. 3 messages. Maman, Faith, la facture d'assurance est arrivée. Peux-tu t'en occuper ce mois-ci? Les heures de ton père ont encore été réduites. Kristen, ma sœur aînée, et, je peux t'emprunter 400 €. Il y a une formation en ligne dont j'ai besoin pour ma marque. Papa, une photo d'une facture de toiture. Pas de mots, juste la photo. J'ouvre mon application bancaire, et je fais le calcul que je fais chaque mois. Le prêt immobilier de la maison de mes parents, 1100 €. Le complément d'assurance santé de maman, 340 €. Le paiement de la voiture de Kristen, 280 €. Les courses que je dépose le dimanche, environ 150 €. Cela fait environ 2100 € par mois, soit presque la moitié de mon salaire net. Mon appartement n'a qu'une seule chambre, des meubles de chez Ikea, et un réfrigérateur avec 2 boîtes de repas préparés ainsi qu'une bouteille de sauce piquante à moitié vide. Je conduis une Civic de 2014 avec 210 000 km au compteur. Je n'ai pas pris de vacances depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, il y a 8 ans. Pas une seule. Et voici le truc, je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. J'ai grandi en regardant ma grand-mère, Ruth, faire attention à chaque centime, et elle m'a appris que la famille prend soin de la famille. Alors, j'ai pris soin d'eux. Je n'avais simplement pas réalisé la différence entre prendre soin de quelqu'un et se faire dépouiller par quelqu'un. Mais j'allais bientôt l'apprendre, car l'argent que j'envoyais n'allait pas tout à fait là où je le pensais. Dîner du dimanche chez mes parents. Chaque semaine, c'est la même routine. J'arrive à 16 h, j'aide maman à préparer, je dresse la table, et je lave tout ce qui traîne dans l'évier depuis la veille. Au moment où tout le monde s'assoit, j'ai déjà travaillé pendant 1 heure. Ce dimanche-là, maman rayonne. Elle parle à papa du compte TikTok de Kristen. Elle construit une marque personnelle, Gary Life Coaching. Elle a déjà presque 2000 abonnés. Papa hoche la tête, comme si Kristen venait d'entrer à Harvard. J'attends un silence. J'ai été promue la semaine dernière, jeudi. Infirmière chef de service. C'est un poste de direction. Maman attrape la corbeille de pain. C'est bien, ma chérie. Peux-tu aller chercher la salade dans le frigo? Kristen arrive avec 45 minutes de retard. Elle porte une bouteille de vin. Pas cher, mais le geste lui vaut un câlin de maman à la porte. Moi, je suis là depuis 16 h, et personne ne m'a serré dans ses bras. Elle s'assoit en face de moi, rejette ses cheveux en arrière, et je remarque ses boucles d'oreilles, des petites perles, une monture vintage. J'ai déjà vu cette monture. Elles sont jolies, je dis. On dirait celles de grand-ma Ruth.
Kristen hausse les épaules. Tante Jeannette me les a donnés. Elle a dit que grand-mère n'en voulait plus. Je jette un coup d'œil à maman. Elle est soudainement très intéressée par sa purée de pommes de terre. Grand-mère Ruth porte ses perles à chaque fois que je lui rends visite. Absolument chaque fois. Elle ne les a pas données, mais personne à table ne veut en parler, alors je laisse passer. C'est ce que je faisais. Je laissais passer les choses. Je laissais passer les commentaires, le favoritisme, et le silence là où la gratitude aurait dû se trouver. J'étais doué pour laisser passer les choses, jusqu'à la nuit où je n'ai plus pu le faire. 3 mois avant mon anniversaire, un mardi soir, je me suis arrêté chez mes parents pour récupérer une veste oubliée le dimanche précédent. La porte arrière est ouverte, elle l'est toujours. J'entre. La lumière de la cuisine est allumée. J'entends des voix, maman et Kristen, juste au coin. J'allais les appeler, presque. Puis, j'entends mon nom. On le fait pour son anniversaire, dit maman. Tout le monde est déjà invité. On l'assoit, et on lui dit la vérité. Elle est égoïste. Elle nous contrôle avec l'argent, et on en a assez de marcher sur des œufs avec elle. Ma main se fiche sur le cadre de la porte. Kristen rit. Je filmerai tout. C'est exactement le genre de contenu dont ma page a besoin. Du vrai, de l'humain, des trucs de famille. Kristen hésite. Et si elle arrête de payer? Maman rit, d'un rire court et confiant. Le genre de rire que l'on réserve à un enfant qui menace de s'enfuir de la maison. Elle ne le fera pas. Elle paie depuis 8 ans. Elle ne s'est pas arrêtée quand j'ai oublié sa remise de diplôme. Elle ne s'est pas arrêtée quand ton père a dit que sa carrière n'était que des bassines et de la paperasse. Elle ne va pas s'arrêter pour une seule soirée. Mais si elle le fait? Alors 40 personnes l'auront vu nous refuser son aide. Si elle part après ça, elle prouve tout ce qu'on a dit. Elle est piégée dans tous les cas. Parfait, dit Kristen, et si elle fait une scène, c'est encore mieux. Ça montrera à tout le monde qu'elle ne supporte pas la vérité. Je reste là, pendant peut-être 10 secondes. J'ai l'impression que ça dure 10 minutes. Mon pouls résonne dans mes oreilles. Mes jambes me semblent creuses. Je sors par la porte sans faire un bruit. Je monte dans ma voiture, je reste dans l'allée, les mains sur le volant, fixant la porte du garage. Je reste là pendant 20 minutes. Puis j'appelle Naomi. C'est ma meilleure amie depuis l'université. Elle est aussi avocate spécialisée dans les droits civiques. Je lui raconte tout, mot pour mot. Elle écoute, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle me pose une question, as-tu encore cette application d'enregistrement vocal que tu avais installée lors de l'alerte pour faute professionnelle l'année dernière? Je l'ai. Je l'avais installée quand la famille d'un patient avait menacé de poursuivre l'hôpital. Naomi me l'avait recommandée. Garde-la, dit-elle, et commence à t'en servir. Je n'avais pas prévu de vengeance cette nuit-là. J'avais prévu ma survie. Je ne savais simplement pas encore à quel point j'allais en avoir besoin. Au cours des jours suivants, je fais ce que je fais de mieux, je fais une liste. Non pas d'émotions, mais de conséquences. Si l'intervention a lieu, et que je reste assise à tout encaisser, 40 personnes sortiront de cette pièce en croyant que je suis la fille égoïste qui déchire sa famille. 40 personnes, dans une ville où tout le monde se connaît. 3 de ces personnes travaillent dans mon hôpital. Maman les a invitées. Je l'apprends grâce à Naomi, qui m'envoie une capture d'écran d'un message Facebook provenant d'un ami commun. Maman a écrit à Marcus, mon superviseur direct, à Carla des urgences, et au docteur Femme. Elle leur a dit que c'était une fête d'anniversaire surprise et qu'elle aimerait que les amis de travail de fête viennent montrer leur soutien. Montrer leur soutien. C'est comme ça qu'elle a appelé ça. Si Marcus regarde ma mère disséquer publiquement mon caractère, chaque interaction que j'aurai avec lui après cela sera filtrée par une idée, sa propre famille pense qu'elle est un problème. Dans un petit hôpital, la réputation est une monnaie d'échange, et ma mère est sur le point de me mettre en faillite. Si je me défends pendant l'intervention, si je discute, si je hausse le ton, je deviens la preuve de ce qu'ils disent. Vous voyez? C'est exactement ce dont nous parlions. Si je ne viens pas du tout, maman dira à tout le monde que je n'ai même pas daigné venir, montrant à quel point je suis égoïste. 3 portes, et toutes sont des pièges. J'explique cela à Naomi autour d'un café, mes mains serrées autour d'une tasse que je ne bois pas.
Elle remue son latte et me dit, ils ont préparé la scène. Tu n'as pas choisi le public, mais tu peux choisir ce qui va être joué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te faut une 4e porte. Je la regarde. Elle me fixe en retour. Et c'est à ce moment-là que le plan a cessé d'être une question de survie, pour devenir une question de vérité. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent sur l'Ohio, c'est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour enregistrer. Cela signifie que si je fais partie d'une conversation, ou si je suis simplement présente dans la pièce, je peux légalement l'enregistrer. Naomi me l'a confirmé 2 fois. Alors, je commence à enregistrer. Pas avec une caméra cachée, rien de dramatique, juste une application sur mon téléphone. Je l'ouvre avant de franchir la porte de mes parents chaque dimanche, et je la ferme quand je pars. Simple comme bonjour. La première semaine, rien. Maman parle d'une vente de charité à l'église. Papa regarde le football. Kristen ne vient pas. La 2e semaine, je suis devant l'évier de la cuisine après le dîner, je rince les assiettes, quand j'entends la voix de papa venant du garage. La porte est entr'ouverte. Il est au téléphone. Sa voix est différente, plus douce, plus légère, comme un adolescent qui parle à sa première petite amie. Ouais, Linda, mardi ça marche. Diane a son groupe d'études bibliques. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. Une voix de femme à l'autre bourrie, un rire chaleureux, familier. Elle ne soupçonne rien, dit papa. 22 ans, et elle croit toujours que je vais au bowling les mardis. Je serre le bord de l'évier si fort que mes articulations deviennent blanches. Une assiette glisse, comme contre le bac. Je la rattrape. Papa n'a rien entendu, il rit encore. Je finis la vaisselle. Je m'essuie les mains. Je vais jusqu'à ma voiture, je m'assois, et je regarde mon téléphone. L'application tourne. L'onde sonore bouge encore. Je ne cherchais pas ça. Je cherchais de quoi me protéger, mais un enregistreur ne filtre pas. Il attrape tout. Et apparemment, tout ce qui se passait dans la maison Mercé valait la peine d'être attrapé. Semaine 4. J'arrive tôt, 20 minutes avant le dîner. La porte d'entrée est verrouillée, alors je fais le tour par derrière. La fenêtre de la chambre de maman est entr'ouverte. Sa voix s'en échappe. Elle est au téléphone, sur haut-parleur. J'entends les 2 côtés. Gary n'est pas au courant pour les 14 000, dit maman. Je les ai transférés sur mon compte personnel juste après la vente de succession de maman. Il pense que les meubles se sont vendus moins cher que prévu. Et puis la voix de tante Jeannette, minuscule à travers le haut-parleur, c'est malin. Et les perles? J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai tiré 800. Si Ruth demande, on dira juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. Parfait, dit maman, ne laisse juste pas Fête la prendre. C'est la seule qui rend encore visite à Ruth chaque semaine. Si Ruth parle du bracelet, Fête va commencer à poser des questions. Fête ne saura rien. Elle est trop occupée à payer ton prêt immobilier. Elles rient toutes les 2. Je me tiens dans le jardin, à côté du bac de recyclage, à écouter ma mère et ma tante rire du fait qu'elle vole ma grand-mère de 82 ans. Mon téléphone est dans la poche de ma veste. La barre rouge sur l'écran pulse silencieusement. 14 000 €. C'est 7 mois du prêt immobilier que je payais. Le prêt que je pensais nécessaire pour garder un toit sur la tête de mes parents pendant qu'ils galéraient. Ils ne galéraient pas. Maman avait 14 000 € cachés sur un compte dont papa ignorait l'existence, financé par l'héritage de ma grand-mère, pendant que je mangeais des restes dans des boîtes en plastique et que je conduisais une voiture avec un pare-brise fissuré. J'avais maintenant 2 secrets dans mon téléphone. Et il restait encore 6 semaines avant mon anniversaire. 6 semaines de dîner du dimanche, 6 semaines à sourire en franchissant la porte. Je pouvais le faire. Je le faisais depuis des années. Le dimanche suivant, Derek, le mari de Kristen, ne vient pas dîner. Il fait des heures supplémentaires, un chantier électrique dans un nouveau lotissement à la sortie de la ville. Il travaille dur, il l'a toujours fait. Kristen s'en vantait quand il venait de se marier. Ce soir, elle ne se vante pas. Après 2 verres de vin, Kristen se penche vers maman à l'autre bout de la table. Moi, je suis à l'autre extrémité, je coupe mon poulet. Invisible. Derek est inutile,
dit Kristen. Elle garde la voix basse, mais la salle à manger est petite. Il ne sait pas réparer un évier. Il n'arrive pas à obtenir de promotion. J'ai épousé un homme qui a atteint son apogée à 35 ans. Maman ne sourit pas, elle ne sourit pas non plus. Tu aurais pu trouver mieux. Je regrette d'avoir dit oui devant l'hôtel. Kristen vide son verre. Je me dis souvent que si je n'étais pas tombée enceinte la première année, je serais partie. Maman lui tapote la main. Tu as encore du temps. Papa est dans le salon, il n'entend rien, il s'en fiche. Je ne dis rien. Je mange mon poulet. Mon téléphone est sur mes genoux, il enregistre chaque mot. 40 minutes plus tard, nous débarrassons les assiettes. Kristen va dans le couloir, le téléphone à l'oreille. J'entends sa voix changer, douce, affectueuse. Coucou, mon cœur. Tu me manques, bébé. Garde-moi des restes, d'accord? Tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Elle raccroche, revient à la cuisine, se sert un troisième verre. Je regarde cette femme, ma sœur, qui vient de traiter son mari d'inutile, qui regrette de l'avoir épousé, et qui, 10 minutes plus tard, lui dit qu'il est la meilleure chose dans sa vie. Et je pense à Derek, sur un chantier en ce moment même, à passer des câbles dans des cloisons parce qu'il veut subvenir aux besoins de la femme qui le méprise dans son dos. Chaque personne dans cette famille porte un masque. J'étais la seule à ne pas en avoir. Plus maintenant. 2 semaines avant mon anniversaire, Naomi m'envoie une capture d'écran. C'est un message Facebook de ma mère à une femme nommée Peggy. Peggy, qui se trouve être l'amie de Carla, ma collègue des urgences. Maman a demandé à Peggy de transmettre l'invitation à mes collègues de travail. Le message dit « Nous aimerions beaucoup que les amis de fête soient là. C'est une soirée spéciale. Nous voulons que les personnes qui comptent le plus pour elles viennent montrer leur soutien. » Je fixe cette phrase « Montrer leur soutien ». Puis Naomi m'envoie une deuxième capture. Maman a écrit à Marcus directement. Marcus, mon superviseur, l'homme qui valide mon emploi du temps, mes évaluations, mon avenir dans cet hôpital. Marcus, vous connaissez Fête depuis des années. Je pense que cela signifierait énormément pour elle si vous veniez. Mes mains tremblent. C'est la première fois, dans tout ce processus, que mes mains tremblent. J'appelle Naomi. Ma voix craque une fois, puis je me stabilise. Elle a invité Marcus, Carla, et le docteur Femme. Silence au bout du fil. Ça change tout, dit Naomi. C'est ma carrière, Naomi. Si Marcus s'assoit dans ce salon et regarde ma mère me traiter d'égoïste et d'ingrate, s'il voit mon père lire une liste de mes péchés comme si j'étais en procès, il ne me verra plus jamais de la même façon. Personne ne le fera. Alors on ne va pas seulement survivre à cette nuit, dit Naomi. On va s'assurer que la vérité crie plus fort que leur scénario. Je ferme les yeux, je prends une inspiration, la même que je prends avant une réanimation. Profonde, délibérée, pour séparer la panique du protocole. Ma mère a utilisé mon anniversaire, mon salon et mon lieu de travail comme des armes, le tout dans une seule invitation. Elle pensait avoir couvert tous les angles. Elle ne connaissait pas la 4e porte. Naomi et moi sommes assises dans sa voiture devant un café, 10 jours avant mon anniversaire. Le moteur est coupé, la pluie tape sur le pare-brise. Les règles de base, dit Naomi. Elle compte sur ses doigts. 1. Tu entres comme s'il s'agissait d'une fête normale. Tu souris. Tu salues les gens. Tu ne laisses rien paraître. D'accord. 2. Quand ils commencent, tu les laisses parler jusqu'au bout. Ne les interromps pas. Très bien. 3. Quand ils ont fini, tu demandes à parler en privé. Une seule fois, calmement, clairement. Pouvons-nous discuter de cela en privé, juste entre nous, en famille? S'ils disent non, alors c'est la règle 4, s'ils refusent d'arrêter, s'ils insistent pour faire cela devant 40 personnes, alors on lance les enregistrements. Leur choix, leur scène, ta vérité. Je hoche la tête. L'Ohio est un État à consentement unique, répète-t-elle pour la 3e fois. Tu étais présente pour chaque conversation que tu as enregistrée. C'est légal. Les conséquences seront sociales, pas criminelles. Personne n'ira en prison, mais personne ne pourra plus se cacher. Je regarde mon téléphone. 4 fichiers dans un dossier que j'ai nommé Assurance.
Non pas par esprit de finesse, mais parce que c'est ce qu'ils sont. Fichier 1, Papa et Linda. Fichier 2, Maman et Tante Jeannette, l'argent et les bijoux. Fichier 3, Kristen sur Derek. Fichier 4, Maman et Kristen préparant l'intervention. Je les sauvegarde sur le cloud. J'envoie des copies sur l'email de Naomi. Une dernière chose, dit Naomi. Elle attrape sur le siège arrière une petite enceinte Bluetooth et la pose sur la console centrale. Noire, de la taille d'une canette. Le haut-parleur de ton téléphone ne suffira pas pour 40 personnes. Je la prends. Elle est légère. Elle n'a l'air de rien. Tu n'auras pas besoin de crier, dit-elle. Tu n'auras qu'à appuyer sur lecture. J'espère ne pas en avoir besoin. Mais j'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit quand il s'agit de ma famille. Samedi matin, la veille de mon anniversaire. Je conduis 40 minutes jusqu'à Maple Ridge, la résidence assistée où vit Grand-Ma Ruth. Sa chambre sent la lotion à la lavande et les vieux livres. Elle est assise près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, elle fait des mots croisés avec un stylo. Pas un crayon, un stylo. C'est tout Grand-Ma Ruth. Voilà ma fille du samedi, dit-elle quand j'entre. Je tire une chaise. Nous faisons ce que nous faisons toujours. Elle me raconte des histoires sur grand-père Earl. Je lui apporte des bonbons au caramel. Nous regardons 15 minutes de la roue de la fortune ensemble, même si c'est une rediffusion. Alors, dit-elle pendant une publicité, gros anniversaire demain. Ta mère prépare quelque chose? Oui, elle prépare. Bien. Elle ajuste ses lunettes de lecture. J'espère qu'elle sera gentille. Je ne réponds pas. Grand-mère se penche et me prend la main. Sa peau est fine comme du papier, mais sa prise est ferme. Ton grand-père disait toujours que les femmes mersées sont bruyantes, mais que les plus fortes sont les silencieuses. Je lui serre la main en retour. Puis elle me parle des bijoux, de façon décontractée, comme elle parle de tout le reste. Comme si elle connaissait déjà la réponse, mais qu'elle voulait voir si je dirais la vérité. Jeannette devait m'apporter mon bracelet le mois dernier. Celui en perles, avec le fermoir. Je ne l'ai pas vu. J'avale péniblement ma salive. Je sais que ce bracelet a été vendu pour 800 €. Je le sais parce que j'ai entendu ma tante le dire à voix haute pendant que ma mère riait. Je suis sûr qu'il va finir par réapparaître, Grand-Ma. Elle étudie mon visage, mais n'insiste pas. Quand je pars, elle m'envoie un message texte. Elle vient juste d'apprendre à se servir du téléphone que je lui ai acheté au Noël dernier. Le message est plein de fautes de frappe. On peut y lire, quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi de qui t'a élevé les samedis. Je suis fier de toi, toujours. Je m'assois dans ma voiture et je le relis 3 fois. Samedi soir, Naomi vient chez moi avec des plats à emporter et l'enceinte Bluetooth. Nous mangeons un pad thaï sur mon canapé, le seul meuble que j'aime vraiment, et elle m'explique la logistique une dernière fois. L'enceinte se connecte à ton téléphone en 3 secondes, dit-elle en la montrant. Je l'ai testé à mon bureau. Le son est clair même à l'autre bout de la pièce. Je la garderai dans mon sac, avec la fermeture éclair ouverte. Où seras-tu assise? Au dernier rang, près de la porte. Si ça tourne mal, je suis juste là. Je prends l'enceinte. Elle est si petite, un petit cylindre de plastique noir. Demain soir, elle sera peut-être la chose la plus bruyante de la pièce. Si je ne m'en sers pas, je dis, on rentre, on mange du gâteau, et je passe le reste de mes 30 ans en thérapie. Naomi ne rit pas. Et si tu t'en sers, alors au moins les bonnes personnes auront enfin honte. Elle marque une pause, ses baguettes en l'air. Faites, j'ai besoin que tu entendes ça. Une fois que tu auras appuyé sur lecture, tu ne pourras plus faire marche arrière. L'infidélité de ton père, l'argent de ta mère, Kristen et Derek. Tout sera étalé devant tout le monde. Il n'y a aucune version de demain soir où les choses redeviennent normales. Naomi, le normal, c'est moi qui paie leur prêt immobilier pendant qu'ils préparent une humiliation publique. Le normal, c'est ma sœur qui traite son mari d'inutile pour ensuite filmer mon intervention pour ses réseaux. Le normal n'a jamais été une bonne chose. Elle hoche lentement la tête. Nous restons en silence 1 minute. L'appartement est calme. Mon téléphone est sur la table. 4 fichiers audio alignés.
Chacun d'eux est une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Essaie de dormir, dit-elle en partant. Je n'y arrive pas. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai fini de répéter ce que je dirai quand ils s'arrêteront enfin de parler. À 2 heures du matin, je suis assise sur mon lit, lumières éteintes, écouteurs aux oreilles, j'écoute les enregistrements une dernière fois. Fichier 1. La voix de papa, détachée et insouciante. Mardi ça marche, Linda. Diane a son étude biblique. Son rire. Un rire que je n'entends jamais à table. Fichier 2. Maman et Jeannette. Gary n'est pas au courant pour les 14 000. Et puis Jeannette, mielleuse, j'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Fichier 3. Kristen, l'alcool lui donnant du courage et de l'amertume. Derek est inutile. Je regrette d'avoir dit oui devant l'hôtel. Puis 40 minutes plus tard, douce comme un matin de printemps, tu es la meilleure chose dans ma vie, bébé. Fichier 4. Celui par lequel tout a commencé. La voix de maman, calme et organisée. Le ton qu'elle prend lorsqu'elle planifie une collecte de fonds pour l'église. On le fait pour son anniversaire. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, c'est encore mieux. Je retire mes écouteurs. L'appartement est silencieux. Le réverbère dehors projette une barre orange sur le plafond. Ma famille est en train de construire un tribunal dans son salon pour demain. Ils ont rédigé les accusations, invité les témoins, répété les témoignages. Ils ont même engagé une équipe de tournage, ma propre sœur, diffusant mon procès en direct pour des inconnus sur Internet. Et ils n'ont aucune idée que l'accusé a plus de choses à dire que n'importe qui dans cette pièce ne voudrait en entendre. Je branche mon téléphone, je règle mon réveil pour 9 heures, je ferme les yeux. Demain, c'est mon anniversaire. 30 ans. J'ai longtemps pensé que passer le cap des 30 ans ressemblerait à une étape importante, une célébration, un commencement. Au lieu de cela, cela ressemble à un verdict. Mais voici ce qu'ils ignorent, le verdict ne sera pas le mien. Ce sera le leur. D'accord, je sors de l'histoire une seconde. Je veux être honnête avec vous. La nuit précédente, j'ai failli ne pas y aller. J'ai failli faire un sac, rouler jusqu'à l'appartement de Naomi et passer mon anniversaire à manger de la glace en faisant semblant que rien de tout cela n'arrivait. Mais voici ce qui m'a arrêté, si je ne me présente pas, ils racontent l'histoire sans moi. 40 personnes entendront leur version, et je deviendrai la méchante qui n'a même pas pu affronter sa propre famille. Alors, je vous demande, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous entré dans cette pièce ou seriez-vous resté chez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, revenons à la soirée elle-même. J'arrive dans l'allée de mes parents à 18h15. Des voitures bordent la rue dans les deux sens. J'en compte 11, 12. C'est plus qu'un dîner d'anniversaire, plus qu'une fête surprise. Mon téléphone est chargé. L'application est ouverte. L'enceinte est déjà jumelée. Je lisse mon chemisier. Je vérifie mon reflet. Je prends une inspiration. J'entre par la porte d'entrée. Le salon a été réorganisé. Le canapé est poussé contre le mur. La table basse a disparu. À sa place, 4 rangées de chaises pliantes, peut-être 10 par rangée, faisant face à un point central à l'avant de la pièce, où un microphone se dresse sur un trépied chromé. Derrière, scotché sur le lambris en bois, une bannière, du papier de boucher blanc, du feutre bleu, des lettres majuscules. Nous t'aimons assez pour te dire la vérité. Pas de gâteau, pas de serpentin, pas de cadeau. Je balaie la pièce du regard. 40 visages. Certains sourient nerveusement, d'autres évitent mon regard. Je les repère un par un. Marcus, mon superviseur, au 2e rang, les bras croisés. Carla à côté de lui, serrant son sac à main. Le docteur femme, vers le fond, l'air confus. Des voisins que je connais depuis l'enfance. 2 des amis de maman de l'étude biblique, avec des gilets assortis. Des cousins que je vois une fois par an à Thanksgiving. La colocataire d'université de Kristen. Et là, dans le coin opposé, Kristen. Debout derrière un trépied, téléphone monté, point rouge clignotant. Elle est en direct. Naomi est au dernier rang, près de la porte. Son sac est sur ses genoux,
la fermeture éclair ouverte de 5 centimètres. Elle me fait un minuscule signe de tête. Je regarde le micro, la bannière, ces 40 personnes venues voir ma famille me faire un procès. Puis je regarde la seule chaise vide, au premier rang, au centre, face à la foule, ma place. Je m'assois. Maman s'approche du micro. Elle porte son beau chemisier, le crème qu'elle garde pour l'église. Ses mains sont stables. Elle sourit à la salle de ce sourire qu'elle réserve au dîner de quartier, chaleureux et entraîné. Merci à tous d'être venus, dit-elle. Je sais que ce n'est pas ce à quoi Fête s'attendait ce soir, mais en tant que famille, nous avons décidé qu'il était temps d'être honnête. Elle sort une feuille de papier pliée de sa poche, l'ouvre lentement. Fête, ma chérie, nous t'aimons, mais nous ne pouvons plus faire semblant que tout va bien. Elle lit. Elle dit à la salle que je suis l'égoïste. Que je brandis l'argent au-dessus de leur tête comme une arme. Que je décide quand et combien je donne, comme si nous étions un cas social. Elle leur dit que je suis froide, que je n'appelle jamais mon père pour la fête des pères. Elle oublie de préciser que papa n'a pas répondu à son téléphone pour la fête des pères depuis 3 ans parce qu'il est toujours parti chercher des pièces détachées. Elle leur dit que je déchire la famille, que les dîners du dimanche sont devenus tendus à cause de mon attitude. Elle s'arrête, me regarde avec une tendresse affectée. Nous ne faisons pas cela pour te blesser, Fête. Nous le faisons parce que personne d'autre n'en avait le courage. La pièce est plongée dans un silence de mort. J'entends une chaise pliante grincer. Quelqu'un tousse. Marcus décroise les bras et se penche en avant. Il regarde, je le sens. 2 des amis de l'étude biblique de maman hochent la tête. La femme au gilet vert tamponne ses yeux. Elle croit chaque mot. Je reste parfaitement immobile, les mains sur les genoux, le visage neutre. L'expression que j'ai quand la famille d'un patient me hurle dessus aux urgences, calme, présente, absorbante. Parce que maman n'a pas fini, et papa non plus. Papa se lève. Il ne me regarde pas. Il fouille dans la poche de sa chemise et en sort 3 pages, du papier ligné, plié en 3, couvert d'écriture. Je reconnais l'écriture instantanément, ce n'est pas la sienne, c'est celle de maman. Elle a écrit la liste. Il n'est que le messager. Il se racle la gorge. Fête, ta mère et moi. Nous avons préparé cela ensemble. C'est, un registre de comportements répétitifs, des choses que nous avons remarquées. Il commence à lire, Fête, 8 ans, a cassé la fenêtre de la cuisine en jouant au ballon et a menti. Je n'ai pas cassé cette fenêtre. Kristen a lancé une balle de softball à travers. J'étais dans le jardin, et c'est moi qui ai été puni parce que Kristen a pleuré la première. Fête, 13 ans, a dit à sa tante qu'elle ne voulait pas aller au camp de vacances de l'église. Exact. Parce que le camp était en juillet et que j'avais un programme de lecture d'été à la bibliothèque. Maman a dit que j'étais difficile. Fête, 15 ans, a refusé de prêter sa voiture à Kristen pour le bal de promo. J'avais 15 ans. Je n'avais pas de voiture. Kristen voulait la voiture de maman. Maman a dit non. J'ai été accusé. Fête, 22 ans, a déménagé sans demander la permission. Il lit pendant 7 minutes. 7 minutes d'une enfance raclée jusqu'à l'os, exhibée sous une lumière fluorescente devant 40 personnes. Personne n'interrompt. Quelques personnes remuent sur leur chaise. Carla a la main devant la bouche. Derek, le mari de Kristen, fixe ses chaussures. Papa plie les pages, lève les yeux pour la première fois. Nous t'avons mieux élevé que cela, Fête. Il se rassoit. La salle attend. J'attends. Je laisse passer 10 secondes de silence. Je laisse le malaise s'installer. Je laisse chaque personne dans cette pièce ressentir le poids de ce qui vient de se passer. Puis je me lève. La chaise grince derrière moi. Toutes les têtes se tournent. Maman, papa. Ma voix est calme, posée, professionnelle. Je vous entends. Je comprends que vous ayez des sentiments forts. Pouvons-nous en discuter en privé? Juste nous 4? Maman secoue la tête avant même que je finisse ma phrase. Non, c'est précisément pour cela que nous le faisons ici. Parce qu'en privé, tu nous imposes le silence. Ces gens sont des témoins. Des témoins. Je répète. Rassois-toi,
faites, dit papa depuis son coin. Laisse-les finir, faites. C'est pour ton bien, dit Kristen. Elle ajuste son téléphone sur le trépied. Le point rouge clignote toujours. Toujours en direct. Je regarde autour de la pièce une dernière fois, lentement. Marcus tape quelque chose sur son téléphone. Je me demande si c'est une note, un SMS aux ressources humaines, un message à un collègue, tu ne croiras jamais ce que je suis en train de voir. La femme au gilet vert hoche encore la tête. Elle pense que c'est de l'amour. Elle pense assister à une famille qui se soucie assez des siens pour être honnête. Je regarde Naomi. Elle est très calme. Sa main repose sur son sac ouvert. À l'intérieur, l'enceinte attend. Je regarde Derek. Il fixe le trépied de Kristen avec une expression que je connais bien aux urgences, la confusion qui bascule dans l'effroi. Je prends une inspiration, la même que je prends avant de prononcer l'heure d'un décès. Non pas parce que c'est la fin, mais parce que c'est le début de quelque chose sur lequel on ne peut plus revenir. D'accord, je dis. Vous avez eu votre tour. J'ouvre mon sac, je sors mon téléphone. Je le lève pour que toute la salle puisse le voir. C'est drôle, moi aussi, j'ai enregistré. La pièce devient absolument silencieuse, puis j'appuie sur lecture. L'enceinte Bluetooth s'anime dans le sac de Naomi, clair, fort, chaque syllabe est tranchante comme un rasoir. La voix de papa remplit la pièce, ouais, Linda, mardi ça marche. Diane a son étude biblique. Je lui dirai que je vais chercher des pièces au magasin. Une femme rit à l'autre bout. Chaleureuse, familière. Elle ne soupçonne rien, continue papa. 22 ans, et elle croit toujours que je vais au bowling les mardis. Silence. Un silence total. Le genre de silence qui a une texture épaisse et étouffante. Maman se tourne vers papa. Son visage se vide de son sang, pas doucement, mais d'un coup, comme si quelqu'un avait débranché une prise derrière ses yeux. Papa se jette en avant sur sa chaise. Éteins ça. Éteins ça tout de suite. Je ne bouge pas. L'enregistrement continue. La voix de papa, aisée et légère, j'apporterai le dîner. Ce resto italien que tu aimes. Elle ne saura jamais. La femme au gilet vert se lève. Elle regarde maman, puis papa, puis la porte. Elle attrape son manteau et sort sans dire un mot. Son ami la suit. La main de maman serre le dossier d'une chaise pliante si fort que ses articulations deviennent jaune-blanche. Elle fixe papa, pas moi, lui. Gary? Chuchote-t-elle. Diane, ce n'est pas tu dois comprendre. 22 ans. Sa voix se brise. Le bowling. La pièce vibre. Les gens se regardent, détournent les yeux, fixent le sol. Marcus a posé son téléphone face contre terre sur sa cuisse. Je touche mon écran, l'enregistrement s'arrête. Je regarde la salle. Ma voix est égale, aussi calme qu'une note de dossier médical. C'était l'enregistrement numéro 1. Je marque une pause. Il y en a 3 autres. Personne ne respire. Personne ne bouge. La bannière derrière moi, nous t'aimons assez pour te dire la vérité, n'a jamais été aussi ironique. J'appuie sur lecture pour le 2e fichier. La voix de maman, cette fois, confiante, conspiratrice. Le ton qu'elle prend lorsqu'elle pense que personne d'important n'écoute. Gary n'est pas au courant pour les 14 000. J'ai tout transféré sur mon compte personnel juste après la vente de la succession de maman. Il pense que les meubles se sont vendus moins cher. Puis la voix de tante Jeannette, minuscule à travers le haut-parleur, c'est malin. Et les perles? J'ai déjà vendu le bracelet. J'en ai eu 800. Si Ruth demande, on dira juste qu'il est chez le bijoutier pour être nettoyé. Papa se tourne vers maman. Son visage est un champ de ruines, moitié culpabilité du premier enregistrement, moitié fureur du second. 14 000 euros? Dit-il. De l'héritage de Ruth? Tu m'as dit que la vente n'avait rapporté que 4 000 en tout. Gary, c'est sorti de son contexte. Tante Jeannette est au 3e rang. Elle bondit de sa chaise comme si elle l'avait brûlée. Diane, tu m'avais dit que personne ne le saurait jamais. La salle explose, non pas de cris, mais de murmures.
Une vague sourde de chuchotements incrédules. Un cousin que je connais à peine se penche vers Jeannette. Tu as vendu le bracelet de grand Ruth? Celui en perles? La bouche de Jeannette s'ouvre et se ferme, mais rien ne sort. L'amie de l'étude biblique de maman, la deuxième, celle qui était restée, se lève à présent en serrant son sac. Elle regarde maman avec une expression de révision totale, comme si elle revoyait chaque conversation qu'elles avaient eue à travers un nouveau prisme. Elle s'en va. Papa se tient les genoux. Maman est seule près du micro, le papier de son discours froissé dans sa main. J'arrête l'enregistrement. Ça fait 4 relations qui volent en éclats en temps réel. Et il me reste encore 2 fichiers. La salle ne me regarde plus, ils se regardent entre eux. Je regarde Kristen. Elle est debout derrière son trépied, mais le point rouge a disparu. À un moment donné, pendant les 2 premiers enregistrements, elle a coupé le direct. Mais ça n'a plus d'importance, des centaines de personnes ont déjà vu la première moitié. Le mal est fait sur Internet. Ses yeux sont écarquillés. Elle sait ce qui arrive. J'appuie sur lecture. La voix de Kristen, légèrement pâteuse à cause du vin, remplit la pièce. Derek est inutile. Il ne sait pas réparer un évier. Il n'arrive pas à obtenir de promotion. J'ai épousé un homme qui a atteint son apogée à 35 ans. La voix de maman en réponse, tu aurais pu faire mieux. Kristen encore, je regrette d'avoir dit oui devant l'hôtel. Le son est pur. Chaque consonne, chaque respiration. Derek est au 2e rang. Il était assis, les mains jointes entre les genoux, confus et silencieux jusqu'ici. Maintenant, il se fige. Une immobilité différente. Pas la stupeur, mais la reconnaissance. Comme un son qu'il avait toujours soupçonné sans jamais l'entendre clairement, qui vient d'éclater en haute définition. Il se lève lentement. Il ne me regarde pas, il ne regarde ni maman, ni papa, ni Jeannette. Il regarde Kristen. Elle le voit. Son visage s'effondre. Derek. Derek, attends. Ce n'est pas ce que. Je ne voulais pas dire ça comme. Il ne dit rien. Pas un seul mot. Il soutient son regard pendant 3 secondes. Je les compte. Puis, il marche dans l'allée centrale, entre les chaises pliantes, et sort par la porte d'entrée. Il ne la claque pas. Il la ferme simplement. Un petit clic qui, ce soir, résonne plus fort que tout le reste. Kristen se précipite sur le trépied, attrape son téléphone. Je la regarde tapoter frénétiquement, elle supprime l'application, supprime le flux, supprime les preuves d'une soirée qu'elle a elle-même créée. Elle pleure maintenant. Personne ne bouge pour la consoler. Le dernier fichier. J'ai failli ne pas le passer. La salle est déjà en miettes. Mais celui-ci ne parle pas de secret. Il parle de moi. De ce soir. Du fait que rien de tout cela n'était une intervention. C'était une performance, écrite par ma mère, jouée par mon père, produite par ma sœur, avec 40 figurants involontaires sur des chaises pliantes. J'appuie sur lecture. La voix de maman, il y a 3 mois, dans la cuisine où j'ai grandi, on le fait pour son anniversaire. On l'assoit. On lui dit qu'elle est égoïste. Si elle pleure, c'est encore mieux. Ça montrera à tout le monde qu'elle ne supporte pas la vérité. Kristen, je filmerai tout. Ma page a besoin de contenu comme ça. Du brut, de la vraie famille. Maman, et si elle menace d'arrêter de payer le prêt immobilier, on dira à tout le monde qu'elle abandonne sa famille. Elle n'osera pas risquer ça. L'enregistrement s'arrête. Je laisse le silence s'imposer. 40 personnes connaissent maintenant la vérité. Pas la version de ma mère, pas celle de la bannière, pas celle de la liste de 3 pages, la vérité pure. Marcus récupère son téléphone sur sa cuisse. Il le glisse dans sa poche, lentement, délibérément. Je le vois sur son visage, il n'est plus confus. Il est en train de recalculer tout ce qu'on lui a raconté sur ce soir. Gary est affalé sur sa chaise, le menton sur la poitrine. Diane se tient seule à l'avant de la pièce. Personne n'est près d'elle. Le micro est toujours sur son pied, mais il ressemble à un monument élevé à la mémoire de quelque chose qui vient de mourir. Je baisse mon téléphone. C'était le dernier, je dis. C'est calme. Pas de triomphe,
pas d'agressivité, juste un fait. Maintenant, vous savez tous exactement qui est égoïste dans cette famille. Je marque une pause. Ce n'est pas moi. Je dois m'arrêter ici une seconde. Quand j'ai lancé ces enregistrements, mes mains étaient stables. Mon estomac, lui, ne l'était pas, car je savais qu'au moment où j'appuierais sur lecture, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Plus personne dans cette pièce ne se regarderait de la même façon, moi y compris. Alors, je vous demande, pensez-vous que je sois allé trop loin? Ou pensez-vous que j'aurais dû les diffuser plus tôt, dès que maman a pris le micro? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes encore là, merci. L'histoire n'est pas finie. Ce qui s'est passé ensuite est la partie qui a véritablement changé ma vie. Le salon ressemble au champ de bataille après le combat. Kristen a couru après Derek. Jeannette est assise, les bras serrés autour d'elle, les yeux fixés sur la moquette. Papa est à un bout de la pièce. Maman est à l'autre. La distance entre eux, ce sont 4 chaises pliantes et un mensonge vieux de 22 ans. Je remets mon téléphone dans mon sac. Je me tiens droite. Je n'ose pas le ton. Je veux dire ceci une seule fois, clairement, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Toute la salle m'observe. À partir de ce soir, je ne paie plus le prêt immobilier de cette maison. Je ne paie plus la prime d'assurance. Je ne paie plus les traites de la voiture de Kristen. J'ai configuré l'annulation automatique de chaque virement récurrent. C'est effectif à minuit. La tête de maman se relève brusquement vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de toi. Vous dépendez de moi, je réponds, et non l'inverse. Et vous venez de passer 30 minutes à dire à 40 personnes à quel point je suis horrible. Alors, je vous donne exactement ce que vous avez demandé, une vie sans mon égoïsme. Quelqu'un dans le fond, un cousin je crois, laisse échapper un sifflement discret. Carla hoche doucement la tête, je le vois du coin de l'œil. Maman ouvre la bouche, la referme, puis l'ouvre encore. Faites, ce n'est pas tu réagis de manière excessive. J'ai demandé à parler en privé. Vous avez dit non. J'ai demandé d'arrêter. Vous avez dit non. Je ne réagis pas de manière excessive. Je réponds. Je regarde Naomi. Prête? Elle se lève, passe son sac à l'épaule et marche vers moi. Je me tourne vers la salle une dernière fois. Merci d'être venu. Je suis désolé que ce n'ait pas été la fête à laquelle vous vous attendiez. Puis je marche vers la porte. L'intervention de ma mère est terminée, mais la mienne vient de commencer. Je suis à 3 pas de la porte quand Marcus se lève. En 6 ans de travail sous ses ordres, j'ai vu Marcus se lever pour beaucoup de choses, les droits des patients, les effectifs, les votes syndicaux. Ce n'est pas un homme porté sur le drame. Il parle comme quelqu'un qui sait que l'autorité n'a pas besoin de volume. Faites. Je m'arrête. Il boutonne sa veste et fait un pas dans l'allée. J'ai travaillé avec toi pendant 6 ans. Je t'ai vu tenir la main d'un mourant à 3 heures du matin, et noter ses constantes à 3h15 sans flancher une seconde. Je sais exactement qui tu es. Il marque une pause. Cela ne change rien à mon hôpital, si ce n'est que mon respect pour toi vient peut-être de grimper d'un cran. Il le dit d'une voix normale, mais dans cette pièce, à cet instant, cela tombe comme un verdict final. Carla se lève ensuite. Elle attrape son manteau. Je te raccompagne. Tu ne devrais pas être seul ce soir. Je sens quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas exactement, mais ce qui s'en rapproche le plus, comme si je posais enfin un sac que je portais sans m'en rendre compte. Je passe devant maman en sortant. Elle attrape ma manche. Ses doigts tremblent. Faites, s'il te plaît. Je m'arrête. Je regarde sa main sur mon bras, puis son visage. Maman, tu avais un microphone. J'avais un téléphone. Je dégage doucement ma manche. La différence, c'est que le mien disait la vérité. Je sors par la porte d'entrée. Je ne la claque pas. Je la ferme comme Derek l'a fait, doucement, avec un petit clic. Sur le porche, je regarde mon téléphone. Un SMS de Grand Marut, envoyé il y a 2 heures. Elle se couche tôt. Joyeux anniversaire, ma petite. Tu es la meilleure d'entre nous. Je presse le téléphone contre ma poitrine,
et je reste là, dans l'air frais de l'Ohio, jusqu'à ce que Carla amène la voiture. Carla conduit. Naomi est à l'arrière. Personne ne parle pendant les 2 premières minutes. Les seuls bruits sont ceux des pneus sur l'asphalte mouillé et le ronronnement du chauffage. Puis Naomi dit, « Ça va ?» J'y réfléchis. Pas la version polie, la vraie. Je ne sais pas encore, je réponds. Elle hoche la tête. C'est suffisant. Nous sommes sur la route 33, à mi-chemin de mon appartement, quand j'ouvre mon téléphone et lis le SMS de grand-mère Ruth à voix haute, tout entier, avec les fautes. Quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi de qui t'a élevé les samedis. Je suis fier de toi, toujours. Les mains de Carla se serrent sur le volant. Naomi émet un petit son depuis le siège arrière. Elle ne pleure pas, mais c'est tout comme. Ta grand-mère, dit Carla, a l'air d'être le genre de femme que je voudrais à mon intervention. Je ris. C'est la première fois que je ris de la nuit, un rire fêlé et un peu humide. Naomi se penche entre les sièges. Elle t'a bien élevé, faites. Le reste, ce n'est que du bruit. Nous arrivons dans mon complexe d'appartements. Le même parking, le même asphalte fissuré, mais quelque chose semble différent ce soir. Plus propre, peut-être. Ou juste à moi. J'ouvre ma porte, j'entre, je pose mon sac sur le comptoir. 36 messages non lus sur mon téléphone. Je ne les ouvre pas. Pas ce soir. J'ouvre mon application bancaire à la place. 3 virements récurrents, prêt immobilier 1100 €. Assurance 340 €. Voiture 280 €. Je les annule tous les 3, l'un après l'autre. Confirmé. 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 C'est fait. Puis, je m'assois sur le bord de mon lit, dans le noir, et j'écoute le néant. Pas d'appel à rendre, pas de facture à payer pour les autres, pas de dîner du dimanche à préparer. Pour la première fois en 8 ans, mon salaire n'appartient qu'à moi. C'est calme, c'est petit, c'est tout. Lundi, le lendemain. Papa déménage. Pas de façon dramatique, pas de valise sur la pelouse. Il fait juste un sac de voyage et part s'installer chez son ami Bill. Il ne prévient pas maman. Elle rentre de l'épicerie et trouve son côté du placard à moitié vide. Elle m'appelle 14 fois ce jour-là. Je ne décroche pas. Pas pour la punir, mais parce que je n'ai plus rien à dire. Jour 3. Kristen appelle. Elle sanglote si fort que j'ai du mal à la comprendre. Derek a demandé la séparation. Il ne veut plus me parler. Il a changé les serrures. Je suis désolé de l'apprendre, Kristen. Tu as ruiné mon mariage. Je ferme les yeux, j'éloigne le téléphone de mon oreille. Tu as ruiné ton mariage dans cette cuisine il y a 6 semaines. Moi, j'ai juste appuyé sur lecture. Elle raccroche. Jour 5. Je reçois un appel d'un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Il me dit qu'il a appelé grand-mère Ruth pour prendre des nouvelles du bracelet. Ruth a dit, mon bracelet? Elle m'a dit qu'il était chez le bijoutier pour être nettoyé. C'était il y a 4 mois. Il a confronté Jeannette. Elle a admis l'avoir vendu. Il a prévenu le reste de la famille. Le téléphone de Jeannette est silencieux depuis. Ruth m'a demandé de passer samedi. Je veux entendre ta version, a-t-elle dit, pas la leur. Jour 7. Maman publie un statut sur Facebook. Long, émouvant. Notre famille traverse une saison difficile. Nous demandons vos prières et votre grâce. Personne ne like. Personne ne commente. Les 2 amis de l'étude biblique l'ont supprimé de leur contact. 1 semaine. C'est tout ce qu'il a fallu. Non pas pour que tout s'effondrait déjà depuis des années. 1 semaine pour que la colle se dissolve. Et la colle, c'était moi. C'était toujours moi. 1 mois passe. La poussière ne retombe pas, elle se réorganise. Je m'assois avec mon application bancaire et une tasse de café, et je fais les calculs que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Ces 2100 € que j'envoyais à la maison chaque mois? Voici où ils vont désormais. Mes prêts étudiants seront remboursés dans 6 semaines. Le solde restant était de 3800 €. Disparu. J'ouvre un compte épingle retraite pour la première fois de ma vie.
J'ai 30 ans et je n'avais jamais mis 1 euro de côté pour mon propre avenir. Je mets en place un dépôt automatique, 200 euros par mois pour commencer. Ce n'est pas grand-mère, mais c'est à moi. Je réserve un vol pour rendre visite à Grand Marut. Pas un trajet de 40 minutes en voiture, une vraie visite, 2 jours, un hôtel à côté, pour passer les matinées avec elle sans me presser. À l'hôpital, personne n'évoque cette soirée. Pas une seule fois. Marcus me salue de la même façon qu'avant, un bref signe de tête, droit au but. Mais il m'assigne au nouveau comité sur les protocoles de traumatologie. C'est une responsabilité supplémentaire. C'est aussi une marque de confiance. Je l'accepte. Carla et moi commençons à déjeuner ensemble chaque mercredi. Nous ne le faisions jamais auparavant. Elle me parle des matchs de foot de sa fille. Je lui parle de l'obsession de Grand Marut pour les mots croisés. Des choses normales, des choses simples. Un samedi, je vais dans un magasin de bricolage et j'achète un poteau. 5 euros. Je le pose sur le comptoir de ma cuisine, à l'endroit exact où mon téléphone traînait quand je calculais ce que je devais à tout le monde. Naomi m'envoie un SMS ce soir-là, quel goût à la liberté? Je prends une photo de la plante et je lui renvoie, le goût d'une plante à 5 euros du magasin de bricolage. Elle envoie une ligne d'émoji qui rit. Je souris à mon téléphone dans mon appartement vide, et il ne me semble pas vide du tout. 6 semaines plus tard, je sors de l'hôpital après une double garde. Mes pieds me font mal. Ma blouse sent l'antiseptique. Je pense à des restes de pâté à mon canapé. Puis je la vois. Maman est là, près de ma voiture, les bras croisés, sans manteau alors qu'il fait 5 degrés. Fête. Maman. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me rayer de ta vie comme ça. Je déverrouille ma voiture, je pose mon sac sur le siège passager. Je ne t'ai pas rayé de ma vie. J'ai coupé l'argent. Ce sont 2 choses différentes. Nous devons parler. Alors parle. Elle se redresse, lève le menton. J'ai fait ce que je pensais être juste. Cette intervention. Elle venait d'un sentiment d'amour, faite, même si tu ne peux pas le voir. Je m'appuie contre ma voiture. Je suis fatigué. Pas la fatigue que le sommeil répare. Maman, tu as écrit le texte de papa. Tu as invité mon patron. Tu as dit à Kristen de filmer en direct. Tu as prévu ça pour mon anniversaire pour que je ne puisse pas dire non sans avoir l'air ingrate. Je marque une pause. Ce n'est pas de l'amour. C'est une mise en scène. Sa mâchoire se crispe. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Des excuses. Des vrais. Pas un post Facebook. Je ne vais pas m'excuser de me soucier de ma fille. Alors on en a fini pour aujourd'hui. J'ouvre la portière. Elle ne bouge pas. Maman, je t'aime, mais je ne te laisserai pas me traiter comme un distributeur automatique pour ensuite me traiter d'égoïste parce que j'ai une limite. Quand tu seras prête à parler, vraiment parler, tu as mon numéro. Je monte, je démarre, je sors du parking. Dans le rétroviseur, elle est toujours là où je l'ai laissée, elle devient de plus en plus petite. Je pleure sur le chemin du retour. C'est la première fois depuis cette nuit-là. Pas par regret, mais par sentiment de perte. Aimer quelqu'un et accepter ses abus sont 2 choses différentes. J'ai choisi l'amour. J'ai simplement arrêté d'accepter le reste. Laissez-moi vous dire où tout le monde a fini. Papa et maman se sont séparés officiellement. Papa vit dans un petit appartement près de la quincaillerie sur la 5e avenue. Il a appelé Linda après la fête, la femme des enregistrements. Elle n'a pas décroché. Il s'avère que Linda a un mari, 2 enfants, et son propre prêt immobilier. Papa n'était que sa distraction du mardi. Rien de plus. Il a perdu sa femme et son fantasme la même nuit. Kristen et Derek ont finalisé le divorce 3 mois plus tard. Derek a gardé la maison, son nom était sur le prêt, c'était ses paiements, son crédit. Kristen est retournée vivre avec maman. 2 femmes dans une maison de 3 chambres avec plus rien à se dire. Elle a supprimé son TikTok définitivement. Tout le contenu brut et réel a disparu. Jeannette a essayé d'éviter l'histoire du bracelet. Elle n'a pas pu. Grand-mère Ruth l'a appelé directement et j'étais là, dans la chambre de Ruth à Maple Ridge.
Elle lui a dit, je veux l'argent ou le bracelet. Choisis. Jeannette n'a plus ni l'un ni l'autre. Elle a dépensé les 800 €. La famille ne lui parle pratiquement plus. Maman m'appelle encore. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Parfois elle m'envoie, je pense à toi. Parfois je réponds. Parfois non. Il n'y a pas de planning, pas d'obligation, pas de prélèvement automatique. Et moi, j'ai 31 ans maintenant. Je travaille toujours à l'hôpital. Je conduis toujours la Civic, mais j'ai fait réparer le pare-brise. Je rends toujours visite à Grand Marut chaque samedi. Je prépare toujours mes repas, mais les boîtes sont plus jolies maintenant, en verre, pas en plastique. Une petite amélioration. À moi. Je n'ai pas détruit ma famille. La vérité l'a fait. J'ai simplement donné un micro à cette vérité. Et peut-être que ça semble froid. Mais voici ce que j'ai appris, la vérité ne détruit pas les choses solides. Elle ne détruit que les choses qui n'étaient tenues ensemble que par des mensonges. Laissez-moi vous parler directement une minute. Je ne vous dis pas d'aller enregistrer votre famille. Je ne dis pas que vous devriez couper les ponts ou faire une scène lors de votre prochain dîner de fête. Chaque famille est différente. Chaque situation a son propre poids. Mais si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier, si vous êtes celle qui paie les factures pour des gens qui vous traitent d'ingrate, ou celle qui arrive tôt pour mettre la table pendant qu'une autre arrive en retard avec une bouteille de vin et reçoit tous les câlins. Je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas égoïste parce que vous avez une limite. Vous n'êtes pas ingrate parce que vous attendez du respect. Et vous n'êtes pas en train de déchirer votre famille parce que vous refusez de la porter à bout de bras à vos propres dépens. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. C'est vous qui décidez qui entre, quand, et sous quelles conditions. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Ma grand-mère m'a envoyé un message le soir de mon anniversaire. Je l'ai lu probablement 200 fois depuis, quoi qu'il fasse ce soir, souviens-toi de qui t'a élevé les samedis. Elle m'a élevé les samedis parce que mes parents étaient trop occupés, trop distraits, trop concentrés sur tout ce qui n'était pas moi. Elle m'a appris à faire des mots croisés au stylo. Elle m'a appris que la force n'a pas besoin de crier. Elle m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous saigner à blanc pour ensuite vous reprocher la tâche. Je pensais que s'affirmer signifiait crier, claquer des portes, faire un scandale. Ce n'est pas vrai. Parfois, cela signifie rester assise tranquillement sur une chaise pliante pendant que 40 personnes vous fixent, et attendre patiemment, calmement, que ce soit votre tour de parler. Et quand votre tour vient, vous ne hurlez pas. Vous appuyez juste sur lecture. La semaine dernière, c'était mon 31e anniversaire. Naomi est venue. Carla a amené sa fille. 2 amis de l'hôpital, un voisin qui me dit toujours bonjour dans le couloir, a finalement reçu une vraie invitation. 6 personnes, mon appartement, un gâteau de la boulangerie de Maple Street, citron avec glaçage au fromage frais, parce que c'est ce que Grand Marut commandait toujours pour mes anniversaires quand j'étais petite. Les bougies étaient de travers. Personne ne les a redressées. Personne n'a lu de liste de mes défauts. Personne n'a installé de micro. Personne n'a pointé de caméra vers mon visage. Grand Marut a appelé sur FaceTime. Elle a chanté Joyeux anniversaire faux et pas en rythme. Et tout le monde dans la pièce a chanté avec elle, et c'était le plus beau bazar que j'ai jamais entendu. J'ai soufflé les bougies. Naomi a applaudi. La fille de Carla a demandé si elle pouvait avoir le morceau du coin avec plus de glaçage. J'ai dit oui. Il y a un an, 40 personnes étaient assises dans le salon de mes parents pour me dire qui j'étais. Cette année, 5 personnes étaient assises dans mon appartement, et personne n'a eu besoin de dire quoi que ce soit, parce qu'ils le savaient déjà. J'ai lavé la vaisselle après le départ de tout le monde. Je me tenais devant l'évier, de l'eau chaude, un appartement calme, une plante sur le comptoir. Le même comptoir où je calculais mes virements autrefois. Mon nom est Faith Mercé. J'ai 31 ans. Je suis infirmière aux urgences dans une petite ville de l'Ohio. Je paie mon propre loyer, mes propres factures, à ma façon. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'aime la femme qui a soufflé ses bougies. Le plus beau cadeau d'anniversaire que je me sois jamais offert, c'est la vérité. Le deuxième, c'est le silence. Et le troisième, celui que je suis encore en train de déballer, c'est le son de ma propre vie, enfin,
sans le bruit des autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement. Cette histoire n'était pas facile à raconter, et je sais qu'elle n'était pas facile à entendre, mais si vous avez déjà dû poser une limite avec quelqu'un que vous aimez, si vous avez déjà dû choisir entre préserver la paix et vous préserver vous-même, vous n'êtes pas seul. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelle est la limite la plus difficile que vous ayez jamais eu à poser? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez entendre une autre histoire encore plus forte, il y en a une en lien dans la description. Cliquez, aimez, abonnez-vous, et on se retrouve pour la prochaine.